On a tous eu des enseignants qui ont cru en nous et qui ont peut-être suscité notre vocation. Certains sont devenus nos auteurs. Bienvenue dans le podcast Vocation Auteur, le podcast qui donne la parole à des enseignants qui ont choisi de transmettre leur pédagogie à travers nos manuels. Quel est leur parcours? Qu'est-ce qui les anime? Retrouvez chaque mois l'interview d'un auteur qui vous donnera peut-être l'envie d'en être un. Dans ce 18e épisode, je reçois Laurent Duron. Professeur des écoles depuis 2003, Laurent a passé plusieurs années dans des classes spécialisées et en éducation prioritaire. Son parcours lui a permis de réfléchir aux leviers et aux aides à mettre en place pour aider les élèves, notamment en résolution de problèmes et en géométrie. Cette démarche de recherche l'a conduit à devenir maître formateur pendant 2 ans, puis conseiller pédagogique de circonscription pendant 10 ans. Il est aujourd'hui conseiller pédagogique départemental sur l'Académie de Nancy-Metz. Étant au plus près des besoins des élèves et des enseignants, il a coécrit une nouvelle méthode de mathématiques appelée MoveMath pour le CP et bientôt pour le CE1. Écoutons le morceau de musique qu'il a choisi pour introduire ce podcast. À vos écouteurs. I'm a living sunset, lightning in my bones. It pushed me to the edge, but my will is stone. 'Cause I believe in a better way. Fools will be fools and wise will be wise. But I will look this world straight in the eyes. 'Cause I believe in a better way. Bonjour Laurent. Bonjour Pascal. Alors tu as choisi d'introduire ce podcast par la chanson Better Way de Ben Harper. Pourquoi ce choix? Je trouve que cette chanson, elle est intéressante parce qu'elle permet de chercher une meilleure solution. Voilà, quand on est confronté parfois à certaines difficultés, comment peut-on faire mieux? Comment on peut réfléchir à d'autres choix? Et je trouve que ce soit dans la vie en général ou pour les maths, je trouve que c'est une bonne idée de se dire on peut trouver toujours comment mieux faire. Voilà. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous décrire, Laurent, un petit peu ton parcours et ce qui a suscité ta vocation d'enseignant puis de conseiller pédagogique? Est-ce que tu avais une vocation pour être enseignant? Alors vocation, je crois, oui. J'ai toujours voulu être prof, toujours, depuis tout petit. Mhm. Je pense que, encore une fois, en lien avec la musique, c'était aussi de se dire comment faire pour accompagner les élèves dans leur vie et les accompagner à faire les meilleurs choix possibles. Donc c'est ça qui m'a vraiment poussé à devenir enseignant. Et puis après, une fois que j'y étais, c'était comment faire pour les accompagner, pour qu'ils apprennent le mieux possible. Et donc mes années de classe spécialisée ou d'éducation prioritaire m'ont Oui. beaucoup plu parce que confronté à certaines difficultés, j'appréciais la réflexion pédagogique de comment je peux faire autrement. Et quelles difficultés tu rencontrais justement auprès de ces élèves qui étaient des élèves en difficulté? Quelles difficultés en particulier? Il pouvait y avoir des troubles 10 vraiment particuliers hein, Oui. qui étaient présents, et puis sinon, beaucoup de difficultés de compréhension des consignes, de pourquoi on fait ça, à quoi ça sert en fait, et qu'est-ce que je suis en train vraiment d'apprendre. Donc naturellement, on parle beaucoup d'enseignement explicite actuellement, mais souvent Oui, les enseignants en éducation prioritaire le font naturellement, cet enseignement explicite, tout à parce fait. qu'avec l'expérience qu'ils ont, ils se rendent compte qu'il faut que ce soit explicite pour que ça fonctionne. Et est-ce qu'il y a d'autres pratiques en dehors de l'enseignement explicite que tu as pu mettre en place quand tu étais dans ta classe avec tes élèves? Alors pratique ou réflexion, Oui, c'était aussi de se dire, voilà, spécialement sur les maths, ce domaine m'intéresse, je vois que les élèves ont certaines difficultés, je lis à gauche et à droite certaines recherches, et puis c'était aussi se dire, mais je suis convaincu de ce que je lis,
comment je fais en vrai dans ma classe, en fait. Et Tout à fait. c'est vraiment ce positionnement-là qui m'a fait devenir après formateur en disant, je pense que c'est la place du formateur, d'avoir le temps de pouvoir faire des recherches et des lectures spécialisées et aussi d'accompagner les collègues en se disant, bah voilà, concrètement, comment on peut faire? On peut faire comme ça par rapport à ces recherches-là, à ces recherches-là. Je pense que c'est Tout à ça qui est fait. important. Et du coup, c'est pour ça que le rôle de conseiller pédagogique m'a beaucoup plu sur cet aspect-là. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui te plaisent dans ce rôle de conseiller pédagogique? L'accompagnement auprès des collègues Oui, et puis être au cœur des tests en classe en fait. Et ça, les formations en constellation sont super pour ça parce que voilà, on a un sujet précis, on se pose tous les mêmes questions et on essaye des choses et puis on analyse et on modifie ce qu'il y a à modifier. Mais en tout cas, on voit vraiment ce que ça donne en vrai sur le terrain avec les élèves dans la classe. dans la classe. Alors, il y a d'autres pratiques dont tu m'avais parlé, éventuellement, que tu mets en place dans ta classe. Par exemple, la conception universelle des apprentissages ou CUA, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, j'en parle de plus en plus et je mets ça en place dans les formations justement. Oui. Donc la CUA, c'est comme tu l'as dit, la conception universelle des apprentissages, et c'est vraiment un changement de réflexion et de paradigme. Tous les enseignants ont été confrontés et sont de plus en plus confrontés à des besoins de différenciation extrême, soit pour Tout des à traits fait. particuliers, soit parce qu'il faut différencier pour 15 élèves dans la classe de 26. Mmh. Et au final, bah, on passe son temps à différencier et on perd un peu le fil, ce qui est normal. Et puis en plus, bah, c'est pas gérable de faire comme ça. Donc la conception universelle des apprentissages, c'est vraiment de voir ça autrement. C'est de se dire, dès que je prépare ma séance, je sais que les points didactiques importants vont être ceux-là, hein, en la préparant. Je suis au clair là-dessus et je sais comment je peux accompagner la grande majorité de mes élèves pour faire ça. Donc l'enseignement explicite, ça en fait partie, c'est un gros levier. Puisque Mmh. quand on prépare sa séance en enseignement explicite, on regarde vraiment ce qu'ils vont apprendre, comment ils vont devoir le faire, comment je vais le verbaliser, comment je vais l'expliciter, etc. Donc là, déjà, on engage beaucoup d'élèves. Et puis, on va aussi valoriser la diversité de certains profils. Donc, on va préparer certains documents avec des formes particulières, mais pas pour un élève ou deux élèves. En fait, on y pense tout de suite pour tout le monde. Et le fait de dire je prépare ma séance comme ça pour la grande majorité de mes élèves, ça améliore vraiment l'engagement et la réussite de tous. Et entre guillemets, si je peux caricaturer, il nous reste que deux ou trois élèves, peut-être avec des profils atypiques, mais ceux-là, du coup, relèvent peut-être d'autres difficultés. Et on ne différencie plus pour 15 élèves comme avant, on n'en aura plus que deux ou trois au final, vers qui il faut vraiment se tourner et prendre plus de temps parce que ces élèves-là en auront plus besoin. Mais donc c'est Oui, vraiment un changement. On prépare autrement les séances pour que ça se passe du mieux possible avec la grande majorité de la classe. très bien. Et alors, tu es de plus en plus aussi confronté à ce qu'on appelle les compétences psychosociales que tu testes en classe. Est-ce que tu peux nous en parler de manière un peu plus approfondie? Alors, les compétences psychosociales, il y en a plusieurs, hein. Il y a comment développer l'autonomie, la Oui. responsabilité des élèves, renforcer la confiance en soi, la motivation. Forcément, en ce qui concerne les mathématiques, on pense aux filles qui malheureusement ont des résultats aux évaluations nationales qui baissent dès le mi-CP jusqu'à la fin du CM2. Il y a un vrai sujet et qui est en lien justement avec le plan filles et maths, hein, qui est lancé. Et pourquoi Donc, particulièrement les filles? c'est une bonne question. Les filles en début d'évaluation nationale de CP ont les mêmes résultats et les mêmes compétences que les élèves, voire sont un peu meilleurs sur certains domaines. Je Oui, parle que en mathématiques, hein. oui, oui. Et à partir de la mi-CP, donc les évaluations de janvier, les filles sont à égalité ou un peu moins bonnes. Et Ah oui. après, c'est en Mhm. dégringolade tous les ans, avec un écart de fin de CM2 qui peut être de 20%, D'accord. donc qui est énorme, hein. Mhm. Énorme, oui. Mhm. Et donc les CPS peuvent aussi jouer là-dessus, puisque c'est aussi voir bah, quand on travaille en groupe, comment on peut gérer ce travail de groupe, comment on peut gérer ses émotions, comment on apprend à communiquer efficacement. Et c'est-à-dire quand on a une séance de maths,
Donc on la prépare pour qu'elle soit bien pour toutes les élèves, mais Mhm. on se dit aussi dans cette séance de maths quelles compétences psychosociales mes élèves vont avoir besoin de développer pour travailler correctement. Donc on a fait par exemple pas mal de séances en classe avec un autre collègue Mhm. dans lesquelles on les mettait en travaux de groupe, mais on ne faisait pas du tout comme d'habitude avec un rôle par élève. C'était pas l'objectif, c'était qu'ils travaillent d'abord par groupe et qu'après on puisse à la fin de la séance donc discuter sur l'objet mathématique parce qu'il y a l'apprentissage mathématique est toujours là, mais Mhm. c'était aussi de se dire comment vous vous êtes senti quand vous avez travaillé en groupe. Est-ce que tout le monde a parlé? Est-ce que ceux qui ont parlé se sont sentis écoutés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a monopolisé la parole? Donc là, on travaille déjà sur le vocabulaire. Monopoliser la parole, ça prend déjà un petit peu de temps pour expliquer. Oui, ce que ça Euh, veut dire. Mhm. Est-ce que celui qui a été entendu, c'est celui qui est plutôt écouté d'habitude, mais est-ce que c'est celui qui a apporté vraiment une réflexion intéressante pour résoudre le problème mathématique? Peut-être pas, c'est pas parce que c'est lui Ah qui oui, prend de la place tout à qu'il a fait. raison. Oui, Et donc on travaille tout ça à la fin de la oui. séance, et donc on revient là-dessus avec les élèves. Nous, on leur fait remplir des petites grilles pour qu'ils nous disent comment ils se sentent par rapport à ce Mhm. sujet-là. Et au fur et à mesure des séances, on voit que ça progresse vraiment, parce qu'à chaque fois, on refait un petit retour en fin de séance de 5 séances sur ça, comment ils ont travaillé en groupe. Est-ce que c'était mieux? Est-ce qu'ils ont moins monopolisé la parole ou pas? Est-ce qu'ils se sont sentis respectés? Donc on avance là-dessus. Et le travail Mhm. de groupe, cet exemple-là, c'est un exemple précis, mais on a plein d'autres compétences psychosociales Mhm. possibles à travailler. Et alors, est-ce que ça fait progresser les filles, ça? Alors, les filles ont du coup une vraie place dans ce travail de groupe à la fin, contrairement à ce qui se passait sur les premières séances. Voilà. D'accord. Et donc, on a vraiment des C'est filles, entre guillemets, intéressant. qui prennent le pouvoir, mais ce qui est Ah bien, oui, oui, c'est pas oui. du tout péjoratif, Non, 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 non. et qui Mhm. sont capables de dire, bah attends, toi t'as déjà parlé, on va peut-être écouter l'autre, etc. Et donc, ils Ah, sont mais c'est capables très de bien. se Oui. sentir considérés, Et puisque oui, c'est ça souvent le la permet de difficulté. lever les freins et les blocages là qui peuvent intervenir, quoi. Oui, et de mettre des vrais mots dessus, d'avoir un vrai retour là-dessus. Tout à fait. Et donc, quand on refait une séance après, on leur redit, bah, vous souvenez-vous, on avait appris ça en mathématiques, donc on Mhm. continue notre apprentissage en mathématiques. On leur dit aussi, bah voilà, ce coup-ci, vous allez être de nouveau en groupe. On va garder les mêmes groupes, on fait exprès, vous êtes toujours avec les mêmes personnes. Voilà, souvenez-vous, le dernier coup, on s'était dit bah, que ça c'était un peu compliqué, là, un tel n'avait pas parlé, etc. Donc aujourd'hui, on fait attention à ça. Et à la fin, on reparle de ça. D'accord. Alors, qu'as-tu le plus à cœur de transmettre à tes élèves les valeurs, deux ou trois clés à transmettre aux élèves s'il en fallait pour la vie? Qu'est-ce que tu leur dirais aux élèves? Alors moi, j'essaye de transmettre aux élèves en passant par les collègues, du coup. Oui, en tant que formateur, j'imagine Voilà. que oui, oui. Et ce que j'aime bien faire avec les collègues pour qu'ils puissent après avoir cette posture-là auprès des élèves, c'est d'avoir Mhm. vraiment une curiosité et amener les élèves à aimer à apprendre. Voilà, D'accord. comprendre qu'apprendre, c'est pas seulement mémoriser, c'est se poser des questions, c'est chercher des solutions, c'est explorer les possibles. On a de plus en plus de domaines mathématiques dans les nouveaux programmes qui permettent ça, Mhm. et l'enseignement explicite n'est pas contre ça. Voilà, on peut faire de l'enseignement explicite en ayant plein d'idées, en se posant des questions, c'est pas un souci. Tout à fait. Mhm. Et puis voilà, donner le goût aux élèves aussi d'avoir de la persévérance, de la confiance en soi. Les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage, voilà, toute la Tout à vie. fait. Voilà. Adulte ou pas, on en fait encore et on Il n'en apprend grâce commet à nos pas. erreurs. Mhm. Et puis voilà, oser essayer, se respecter et collaborer aussi avec les autres, respecter les autres, ça fait lien avec les compétences psychosociales qu'on vient d'aborder, mais oser partager ses idées, et si on se trompe, c'est pas grave, mais on essaye de montrer son point de vue, d'expliquer, et d'avoir de vrais échanges sur les mathématiques. Je pense que c'est ça, donner le goût d'apprendre. Mhm. Alors, donc, tu es co-auteur de la méthode de mathématiques, MoveMath, qui est parue en CP et donc là, qui va paraître prochainement en CE1. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Quelle est sa valeur ajoutée par rapport aux ouvrages du marché? Il y a beaucoup de collections en mathématiques. Qu'est-ce qu'elle a de plus, cette collection? Bah, cette collection, en fait, elle vient d'une réflexion déjà d'il y a plusieurs années, justement en constellation. En Mhm, résolution de problèmes et en géométrie, ça a été la base, en fait, de la réflexion. Sur toutes les séances qu'on avait pu mettre en œuvre sur une année complète dans ces deux domaines-là.
Et ça a été le point de départ sur voilà, justement cet enseignement explicite, puisqu'on était déjà en train de travailler avec des collègues d'éducation prioritaire, Mhm. et comment on peut vraiment traduire cet enseignement explicite dans des démarches parfois de recherche en mathématiques, quoi. Donc ça a été tout un gros point pour moi de la méthode, c'est ça, c'est cet enseignement explicite et de donner tous les clés aux collègues qui découvriraient la méthode avec le guide ressources, de se dire, bah voilà, sur tel domaine, je suis pas au clair vraiment et c'est normal parce que les professeurs des écoles ont beaucoup de matière à enseigner et on peut Tout pas être à fait. spécialisé en tout. Mhm. Et en tout cas, si je prends cette séance-là, bah, elle est vraiment décrite. Donc, on a voulu faire un guide ressources qui est assez conséquent, mais qui décrit précisément chaque séance. Oui, qui est Ça très clé donne, en main. Mhm. voilà, ça donne tous les outils pour les collègues. Et puis après, on a toutes les ressources numériques aussi pour travailler ça en classe. Et on a fait un très gros travail sur deux points essentiels sur le CP et le CE1 qui sont le calcul mental, Oui, puisque là, c'est vraiment justement les grosses difficultés au niveau national sur les évaluations nationales. Donc, comment aborder les tables d'addition, les tables de multiplication, les apprendre, mais pas que les apprendre, les construire. Et puis, comment les mémoriser sur le long terme. Donc, la nouvelle méthode en CE1 travaille vraiment avec la mémorisation de façon de plus en plus expansée pour travailler la mémoire mhm. à long terme. Et donc, dans le fichier ressources de l'élève, par exemple, on a tout le matériel pour créer des boîtes de Leitner avec les élèves. Et donc, c'est suite aussi à beaucoup de tests en Le classe. test en classe, oui. L'année Mhm. dernière, on a fait ça dans beaucoup de classes de cycle 2 et même de cycle 3 avec des CM qui avaient des difficultés sur les connaissances de table de multiplication. Donc, c'était un moyen de retravailler tout ça. D'accord. Mhm. Et après avoir vraiment fait des tests avec des évaluations diagnostiques, des évaluations finales en fin d'année, etc., on a bien vu que ça fonctionnait très très bien. Très bien. Mhm. La grosse difficulté, c'était le matériel pour faire les boîtes pour les collègues en classe. Donc, l'intérêt du fichier là, c'est que la boîte, elle est prête dans le matériel détachable du fichier et tout est prêt pour mettre ça en Ça, place. c'est un gros plus et qui n'existe pas ailleurs, Ça, je crois pas. que je sache. Voilà. D'accord. Alors, pour conclure ce podcast, je voulais te poser la question, donc, quel est ton livre préféré, si tu en as un, et pour quelle raison l'as-tu choisi? Alors, le livre préféré que je vais citer, ça va être une Oui, BD. d'accord. Voilà. C'est Les Indes fourbes de Hérol et Garnido. Je sais pas si on dit Mhm. Hérol ou Hérolès, je sais jamais. Voilà. C'est pas grave. L'histoire d'un conquistador plein de défauts, le personnage principal est pourtant très attachant, qui vit Oui, de grandes aventures, voilà. Et surtout, ce que j'adore, c'est qu'on découvre la vie du personnage de différents points de vue au fur et à mesure de la BD. Et les illustrations sont magnifiques, les textes exceptionnels et une fin incroyable. c'est Donc, incroyable. voilà. Ah, on va garder le suspense alors. Ah oui, je donne pas la fin. Et quelle est, Laurent, ta citation préférée et pour quelle raison l'as-tu choisie? Alors, j'ai choisi une citation de Marie Curie. Oui. La Mhm. citation, c'est dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Oui, qui Voilà. résume bien tout ce que tu viens de nous dire. Bah, je trouvais que Oui. voilà, c'est vraiment une citation qui me plaît bien. Alors, je l'ai choisie parce que j'ai enseigné plusieurs années dans une école qui portait le nom de Pierre et Marie Curie. Marie Ah, Curie n'était pas toute d'accord. seule, mais voilà. Mhm. Donc déjà, de très bons souvenirs dans cette école avec tous les élèves que j'ai pu avoir là. Donc ça me tenait à cœur par rapport à ça. Mhm. Et puis, bah voilà ce que dit cette citation, que un problème, qu'il soit de maths ou pas, il n'est pas à craindre, c'est à comprendre et que c'est comme ça qu'on évolue Et qu'on avance. et qu'on avance. Alors, pour conclure, quel message souhaiterais-tu adresser aux enseignants, à tes collègues? Alors c'est un message que je passe de plus en plus dans mes formations, c'est de vraiment voir les maths comme un domaine scientifique. C'est un domaine scientifique. Mhm. On a souvent été formés sur les sciences en se disant qu'on pouvait se poser des questions et puis après faire des essais pour voir si on avait raison ou pas et avoir cette démarche scientifique expérimentale. Et bien Mhm. de temps en temps, je pense qu'en mathématiques, c'est bien aussi d'avoir cette démarche-là parce qu'avec les élèves, on se pose des questions et on vérifie en manipulant, en faisant des essais en fait, en faisant des expériences et on voit si on avait raison ou pas et pourquoi. Et je pense que ça encourage vraiment les élèves à tester des idées et encore une fois à toujours chercher la meilleure solution.
Oui. Et c'est Voilà. vrai que cette démarche, elle n'est pas seulement propre aux mathématiques. Non. Elle peut s'appliquer à toutes les matières finalement. Oui, mais je crois que dans l'imaginaire collectif, souvent les maths, on se dit c'est quelque chose de rigide, on apprend une méthode, une façon de faire et c'est comme ça on applique. Et si on pouvait se dire bah c'est comme ça, mais d'accord, mais pourquoi en fait? Et on va essayer d'abord vos idées et puis après si on n'y arrive pas, bah, je vous dirai comment faire. Mais on aura d'abord réfléchi ensemble. Tout à fait, la recherche du sens. Donc, on Voilà, est vraiment dans notre époque. c'est ça. Bon, bah, merci beaucoup, Laurent, pour cet entretien très riche et à très bientôt. Merci, à Au bientôt. revoir. Au revoir.